Bienvenue et suivez-moi. J'ai le Nothing Phone 4A Pro et je vais procéder au déballage. Nous allons également jeter un coup d'œil rapide aux spécifications, à la qualité de fabrication et aux fonctionnalités. Et je vous donnerai mes impressions et avis un peu comme une première prise en main au fur et à mesure que je découvre l'appareil moi-même. Je tiens donc d'abord à préciser que je ne suis pas sponsorisé par Nothing ni par aucune autre marque. Donc, ce que je vais dire à propos de ce produit reflète strictement mes propres opinions personnelles. Et par le passé, j'ai été relativement satisfait de ce que Nothing propose. Ils ont donc fabriqué de très bons appareils à un prix très abordable. Bref, allons droit au but. Côté emballage, c'est le packaging typique de Nothing que je trouve plutôt réussi. Allez, c'est parti. Ah, voilà. Donc, en sortant tout doucement ceci, et ça s'est détaché très facilement. Oh, en fait, c'est encore bien plus joli et impressionnant en vrai que sur les photos. Franchement, je dois dire que j'aime vraiment énormément le design. Regardez-moi ces détails. Maintenant, posons-le délicatement ici et... regardons ce qu'on a d'autre. D'accord, donc c'est un seul bloc. Et nous avons une coque en silicone. On a un câble Type-C vers Type-C pour la recharge. Et peut-être qu'il faudrait juste baisser un peu l'exposition. Voilà. Alors, celui-ci n'est pas le câble Nothing habituel que vous avez déjà vu avec le plastique transparent autour ici. Celui-ci ressemble plutôt à un câble CMF. Et on a un autocollant d'étiquette énergétique qui indique environ 63 heures et demie. En dessous, on ne trouve rien côté manuel et l'outil d'éjection de carte SIM habituel de leur part. C'est plutôt joli, franchement. J'apprécie vraiment qu'ils aient mis un peu plus de réflexion et de style dans des choses banales comme les câbles de chargement ou les outils d'éjection de carte SIM, juste pour les rendre un peu plus attrayants visuellement. Bref, voici donc notre appareil et ceci. Passons rapidement à la configuration, juste pour qu'on puisse voir l'écran complet avec toutes ses bordures, au lieu qu'elles soient cachées dans l'écran AMOLED. Et ensuite, on continue. Et voilà. Bon, les bordures sont vraiment jolies, assez fines. Et maintenant, si je décide d'activer ici même le mode sombre de l'écran, oups, et voilà le résultat immédiat. On peut alors très clairement distinguer les bordures tout autour de la dalle maintenant. Et si l'on souhaite obtenir une donnée chiffrée extrêmement précise, d'après les tests effectués par le site gsmarena.com, le ratio écran-corps de cet appareil serait exactement de 93,9%. Maintenant, je ne sais pas si c'est exact. Elle ne semble pas si fine que ça, mais on va faire avec. Donc, pour continuer, pour l'écran, on a une résolution de 1260 par 2800 pixels, un écran AMOLED, 1 milliard de couleurs, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un taux d'échantillonnage tactile de plus de 2000 Hz pour la réactivité, certification HDR10+, et une luminosité maximale de 5000 nits. Même si je déteste les 5000 nits, cet appareil n'atteint jamais 5000 nits dans la plupart des scénarios d'utilisation réalistes. Donc même si je le mets au maximum maintenant, waouh, c'est lumineux mais pas 5000 nits. Et ça surexpose la caméra, mais c'est juste à cause de la façon dont la caméra est réglée en ce moment. Si je prenais quelque chose comme la lampe torche de mon téléphone et que je la pointais ici, normalement vous verriez l'écran. Voilà. On peut aller un peu plus lumineux, comme celui-ci vient de le faire, donc il augmente bien la luminosité. Mais généralement, ces niveaux de luminosité complètement fous, comme les 5000 nits annoncés ici, c'est pour, vous savez,
5% de l'écran affichant du blanc ou une couleur spécifique atteignent 5000 nits, alors qu'en réalité, l'ensemble de l'écran atteint probablement 3000 nits, ce qui est quand même assez loin de ce que... Vous savez, on est censé avoir... Je n'ai pas d'outils pour vérifier ça précisément, mais c'est quelque chose qui arrive généralement, même avec des choses comme les téléviseurs. On obtient ces niveaux de luminosité, mais c'est sur des fenêtres de 10% par exemple, pas sur tout le panneau. Donc, il semble que les fabricants de téléphones se soient dit « Vous savez quoi? Faisons pareil, aussi bêtement, et apparemment, tout le monde fait la même chose. » Voilà, ils ne sont pas les premiers. J'ai déjà vu plein de fabricants faire ça, donc vous savez, ils commencent tous à faire la même connerie, et c'est juste un argument marketing. En réalité, il n'y a aucun avantage à cela. Vous n'en tirez rien de plus, et c'est juste, je ne sais pas, une sorte de concours de celui qui a la plus grosse. En réalité, sans même en avoir un, c'est probablement la meilleure façon de l'expliquer. Alors, voyons voir, est-ce qu'ils indiquent la luminosité typique? Typique. Apparemment, on a 8000 nits. Ça monte jusqu'à environ 1600 nits et ça a l'air correct. Honnêtement, je dirais même probablement plus lumineux que 1600 nits. En moyenne, j'ai un téléphone Samsung qui est censé atteindre 2600 nits et il est moins lumineux que ce qu'on a ici. Donc, la vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Mais bref, passons à la suite. En dehors de ça, en fait, il y a encore une chose à mentionner. L'écran, enfin, la densité de pixels, elle est de 440 pixels par pouce avec une résolution plutôt correcte. Et l'écran est recouvert de Gorilla Glass au coin. 7 IMOS niveau 5. Et on a un protège-écran préappliqué que vous pouvez voir ici qui fait le tour de la caméra. Donc oui, il y a un protège-écran préappliqué en plastique. Mais bon, c'est mieux que rien. Donc c'est appréciable. Et passons maintenant aux caméras à l'arrière. On a donc ce qui semble être un module triple caméra avec le capteur principal de 50 mégapixels, suivi d'un autre capteur principal, je suppose, également de 50 mégapixels. Donc l'un est un objectif grand angle de 24 mm avec une ouverture f1.9 et ensuite on a un téléobjectif périscope de 80 mm avec une ouverture f2.9. Et enfin, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels, ouverture 2.2, 15 mm. Et avec ces caméras, vous pouvez filmer en 4K à 30 images par seconde et en 1080p jusqu'à 120 images par seconde en ralenti et 60 images par seconde en mode normal. Et juste pour vérifier ça, pour en être absolument certain, je vais passer en vidéo 1420p 60. 4K. Oui, vous pouvez voir qu'il passe automatiquement de la 4K à 60 images par seconde, mais seulement en 1080p. Donc pas de 4K 60. Malheureusement, ce qui est un peu dommage vu le prix de cet appareil. Le selfie grand angle fait 32 mégapixels, f2.2, 22 mm, limité au 1080p à 30 fps. Wow, vérifions ça une seconde fois. Non, il fait du 60. D'accord, donc GSM Arena est un peu confus ici avec cette information. Donc ça monte jusqu'à 60. C'est bien, mais vous pouviez voir là-dedans, il y avait juste pour revenir en arrière. Il n'y a aucun moyen pour moi de changer la résolution. En fait, c'est là, mais c'est grisé. Allez. Oh, bon sang, appareil photo, fais la mise au point. Ce n'est toujours pas le cas. On peut à peine le voir maintenant. Donc, 1080p 60 juste à côté. D'accord, donc les caméras ici semblent être, du moins sur le papier, solides et on passe maintenant à l'intérieur de l'appareil. Donc, c'est ce que je considérerais comme une taille moyenne de téléphone à ce stade, avec 6,8 pouces. En fait, un petit peu. En termes de taille réelle, c'est un peu dans le haut du panier avec 6,8 pouces, mais pour l'épaisseur, le poids et ce genre de choses, c'est à peu près dans la moyenne. Et il est équipé d'une batterie de 5080 mAh, qui peut être rechargée à seulement 50 watts, malheureusement, ce qui est un peu décevant. Et pour l'entrée de gamme de ces appareils, vous pouvez choisir différentes options. Avec plus de RAM et de stockage, il est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sans possibilité d'extension. Donc pour clarifier, vous pouvez voir qu'il n'y a qu'un support double SIM et aucun support pour carte SD.
Maintenant, les autres options que vous pouvez choisir sont 256 gigaoctets avec 8 gigaoctets de RAM, 256 gigaoctets avec 12 gigaoctets de RAM et toutes les options sont équipées d'un stockage de type UFS 3.1. Ce qui signifie que cela devrait être correct, voire bon, pour les capacités de cet appareil en matière d'enregistrement vidéo. Étant limité à 4K30, la taille des fichiers ne sera pas trop importante. Donc, cela sera suffisant pour, vous savez, transcoder ces vidéos et les enregistrer sur l'appareil comme c'est généralement le cas, non? Ce que vous constatez lorsque vous avez une vitesse de stockage plus lente et que vous enregistrez, par exemple, quelque chose en 4K60, puis que vous arrêtez l'enregistrement. Et vous verrez alors apparaître ce pop-up dans votre galerie. Donc, si j'ouvre la galerie et vous avez vos photos quelque part, ou, pardon, dans l'appareil photo, celui-ci juste ici, et quand vous arrêtez l'enregistrement, il y a simplement cette animation de chargement qui tourne, c'est en fait la vidéo en train d'être transcodée. Et plus le stockage est lent, plus cela prend de temps. Donc, je pense que pour cet usage, cet appareil devrait suffire. D'accord. Maintenant, en continuant avec l'intérieur de l'appareil, on a un Snapdragon 7 Gen 4 et il semble que ce soit un peu Je dirais que c'est un peu décevant pour le prix parce que je vais faire une petite vérification rapide juste pour vérifier quelque chose rapidement. Par conséquent, celui-ci est nettement plus abordable. Et celui-là coûte à peu près le même prix. D'accord, donc je vais rapidement faire une comparaison entre deux processeurs différents. Pour voir avec quoi on a affaire ici. Et ce avec quoi on a affaire ici est en fait un peu décevant. Je vais revérifier. Oui, c'est clairement une déception. D'accord. Donc, je voulais rapidement jeter un œil à un autre appareil qui serait très comparable à celui-ci et que je trouve d'un meilleur rapport qualité-prix. Mais je veux quand même être honnête à propos de celui-ci. Cet appareil a un look pour lequel certaines personnes seront prêtes à dépenser plus et si vous êtes cette personne, c'est très bien, tant mieux. Mais si vous voulez un appareil qui fonctionne mieux, c'est-à-dire par exemple qui est plus rapide et qui vous offre plus de fonctionnalités, alors j'aurai une recommandation à la fin de la vidéo. Nous allons justement parler des avantages de cet appareil, donc vous pouvez rester jusqu'à la fin de toute façon. Alors continuons. Nous avons ce Snapdragon 7 Gen 4, puis en passant à la conception. Nous avons un cadre et un dos en aluminium, ça ressemble un peu à une seule pièce, oui, c'est une pièce unique qui s'enroule autour, donc c'est plutôt sympa. Cela vous offre un peu plus de durabilité, mais comme c'est de l'aluminium, il y a aussi de fortes chances qu'il se raye facilement. Heureusement, nous avons une coque qui est fournie avec cet appareil, donc nous pouvons le protéger. Et aussi, tant qu'on est à l'arrière, on a cet écran juste ici, le Matrix. Donc, il semble que ce soit, je pense, un peu plus pixelisé, mais plus grand que celui de l'autre téléphone Nothing qui était un peu plus petit. Je crois qu'il y en avait un autre. Enfin bref, je peux me tromper, je ne me souviens pas exactement. Donc, il y a bien cet écran avec lequel on peut faire quelques trucs aléatoires. Vous pouvez avoir des sortes d'animations ici et des choses comme ça. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'emballe vraiment. Pour moi, ce genre d'écran à l'arrière, c'est... Je peux littéralement compter les pixels dessus car ils sont vraiment énormes, comme vous pouvez le voir. Donc chacun de ces carrés est tout simplement un pixel. Donc pour moi, avoir des sortes d'animations et des choses comme ça à l'arrière, juste ici, pour, je ne sais pas, certaines choses qui se passent, des notifications, ce genre de choses, vous savez ce que je peux faire? Je peux faire ça, et quand je reçois une notification, l'écran peut s'allumer. Donc je ne suis peut-être pas la personne à qui cet appareil s'adresse. Donc je ne veux pas juste mentionner ça. Parce que vous pourriez adorer ça, et c'est très bien. En fait, si je devais choisir, je préfère honnêtement cet éclairage glyphique. Avec le dos transparent, presque totalement transparent, il était toujours recouvert d'un genre de design en plastique, mais je pense que je préfère ça.
Celui-ci a toujours un bel aspect, il ne fait toujours rien de particulier, comme cette zone ici autour. Ce verre suit encore une fois les mêmes codes de design que le reste de Nothing. Il y a juste un écran ici et il ne prend pas tout l'arrière transparent ou semi-transparent, je dirais. Mais bref, donc c'est l'une des choses. Et en termes de certification, on est sur une IP65, résistance à la poussière et à l'eau, jet d'eau à basse pression. Voilà, c'est à peu près tout. Et oui, donc voilà l'appareil. Voilà, je veux juste vérifier rapidement une dernière chose, c'est le prix. Bon, j'espère que ce n'est pas correct. Apparemment, il n'est pas vendu sur Media Expert. C'est charmant. Vérification rapide. On regarde un prix d'environ, ok, c'est correct, plus de 500. Très bien. Donc il faudrait compter un montant d'environ 500 € pour tout ça, mais dites-moi, cela dépend de quoi exactement? Sur quoi cela repose-t-il? Désolé, non. Donc oui, c'est plus de 500 d'après ce que je vois. Pour être plus précis, la meilleure offre que je vois en ce moment est à environ 2099 zlotys, ce qui fait 2009 zlotys USD. Ça fait 580. 5 $. Merde, c'est un appareil cher, surtout au taux de change actuel. Donc tu sais, pour toi, ça pourrait être un peu différent, et cela inclut déjà la taxe. Donc si tu achètes ça aux États-Unis, évidemment, le prix affiché serait un peu plus bas que ce que je te dis. Mais en ajoutant la taxe, on devrait probablement arriver à peu près à ce montant. À moins qu'aux États-Unis, les prix ne soient différents, mais ici, on se fait encore avoir, ce qui est assez courant de toute façon. Voilà, c'est tout. C'est donc ce que tu obtiens pour un peu plus de 500. Et à mon avis, pour un appareil sorti le 17 mars 2026 auquel j'arrive un peu tard, il n'en offre pas assez pour ce prix-là. C'est un peu décevant quand on le compare à d'autres sorties qui ont eu lieu aussi. Oh, désolé, pas mars, autant pour moi, le 5 mars, c'est la date de sortie, donc c'est bien le 5 mars que celui-ci est sorti. Et chose amusante, 12 jours plus tard, un autre appareil est sorti, le Poco X8 Pro. C'est celui dont je vais parler. C'est une bonne alternative pour un appareil qui offre plus pour en fait moins cher. Maintenant, si vous voulez dépenser à peu près autant que coûte cet appareil, vous pouvez en fait opter pour le Pro Max, qui sera encore meilleur. Mais cela dit, le X8 Pro je pense qu'il se rapproche un peu plus des spécifications de celui-ci, à un peu plus de 303, arrondissons même à 8. À 400 $, n'est-ce pas? Donc pour 400 $, vous obtenez le X8 Pro qui offre premièrement une batterie plus grande de 6500 mAh, qui peut être rechargée 2 fois plus vite à 100 watts. Il est également livré avec 8 à 12 gigaoctets de RAM, donc pas beaucoup de différence à ce niveau-là, sans stockage extensible. Donc encore une fois, c'est pareil que celui-ci. Cependant, 256 gigas de stockage, c'est la capacité de stockage la plus basse que vous puissiez obtenir pour cet appareil. Donc automatiquement, à ce prix bas, vous obtenez 2 fois plus de stockage que sur cet appareil. Et en plus, le stockage utilisé est du UFS 4.1, ce qui signifie que c'est une version plus récente et plus rapide que ce que nous avons ici. Gardez à l'esprit que tout cela est pour un prix inférieur d'ailleurs. En plus de cela, l'écran est aussi AMOLED, mais au lieu d'afficher 1 milliard de couleurs, il en affiche 68 milliards. Le taux de rafraîchissement est un peu plus bas, à 120 au lieu de 144, mais pour être honnête, si vous les utilisez, je suis presque certain que vous ne verrez pas la différence entre les deux. Et en plus de ça, cet appareil Xiaomi a un taux de réponse tactile plus rapide, à 3800 au lieu de 2000, ce que celui-ci faisait. Il prend également en charge Dolby Vision avec l'écran, donc il est certifié et HDR10+, avec une luminosité réaliste qui semble atteindre 3500 nits de luminosité maximale. Et l'une des choses intéressantes ici, c'est qu'il possède réellement la certification Dolby Vision, ce qui est un peu étrange sur un téléphone de nos jours, du moins pour moi, que beaucoup d'appareils commencent à avoir cela, mais c'est le cas. Si vous voulez l'utiliser, par exemple, pour regarder des films sur Netflix ou d'autres choses, si un film a été réalisé en Dolby Vision, vous pouvez en profiter et l'appareil le détectera automatiquement et passera sur ce mode afin de vous offrir des couleurs plus belles, une meilleure plage dynamique et ce genre de choses. Bref, poursuivons avec les améliorations du côté de l'appareil photo.
Plus abordable, ce modèle possède un grand angle de 50 mégapixels f1.5 26 mm et un ultra grand angle de 8 mégapixels f2.2 15 mm. Il filme en 4K à 60 IPS. Vous avez aussi un ralenti à 960 IPS en 1080p et le capteur selfie de 20 mégapixels f2.2 filme aussi en 1080p 60. Et comme je l'ai mentionné, il s'agit du modèle d'entrée de gamme. Il existe aussi une version plus haut de gamme qui vous offrirait... Il me semble que c'était une triple caméra, et encore une fois, c'est exactement la même chose ici. Intéressant. Donc, il semble que les appareils photo soient les mêmes. Je suppose que j'ai dû me tromper là-dessus, mais malgré tout, je pense que les appareils photo, en général, seront équivalents. À ce stade, c'est plutôt une question de préférence. Le seul inconvénient, c'est que cet appareil dispose d'un téléobjectif périscopique, ce que le Poco n'a pas. Il est donc équipé spécifiquement d'un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels f2.9 80 mm qui est totalement absent sur le Xiaomi Poco, du moins sur le X8. Il existe en fait un autre appareil, également de la gamme Poco, et celui-ci possède un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels f3.0, 150 mm, un autre capteur ultroïde de 50 mégapixels, ainsi qu'un autre capteur grand angle de 50 mégapixels. Et encore une fois, en termes de prix, il sera cependant plus cher que celui-ci. Donc je ne suis pas vraiment sûr que ce soit quelque chose qui vous intéresse. Donc, si vous souhaitez jeter un œil, il s'agirait du Poco F8 Ultra ou F8, en vérifiant rapidement le modèle Pro A. Pas de téléobjectif. En fait, désolé, non, il n'a pas de périscope, mais il a un téléobjectif. Et il s'agit d'un double capteur de 50 mégapixels pour le grand angle et le téléobjectif, et de 8 mégapixels pour l'ultra grand angle. Donc c'est le Pro au lieu de l'Ultra. Maintenant, le Pro sera à peu près au même prix que celui-ci, mais personnellement, si je devais choisir, j'opterais pour le X8 plutôt que le F, car celui-ci, à mon avis, offre le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Et pour conclure, voici pourquoi je considère que c'est mieux. C'est le processeur qui est maintenant le Dimensity 8500 Ultra. Si on compare celui-ci, le pathétique Snapdragon 7 Gen 4 au 8500, on regarde, en ce qui concerne les benchmarks N2211, qui testent tout comme le CPU, le GPU, la RAM, etc., tout en même temps. On observe une augmentation d'environ 71% des performances maintenant. En ce qui concerne Geekbench 6, donc pour le single core, uniquement le CPU, on observe une amélioration de 38% des performances en single core. Tandis qu'en multicore, on obtient une avance de 92% sur Geekbench 6. Et pour les performances GPU, pour le jeu, vous obtenez le double des performances de ce que nous avons ici. Donc des progrès énormes en termes de ce que vous pouvez accomplir en termes de performance et selon ces benchmarks que je vous donne. Les pourcentages proviennent de nanoreview.net. Donc, comme je l'ai dit, et il y a encore une chose que je veux mentionner. Je vous donne une comparaison avec la version non-ultra du processeur, le Dimensity, qui se trouve dans le Poco X8 Pro. Le X8 Pro possède la version Ultra. Ce que je viens de vous dire concerne la version non-ultra, qui est plus lente, et il plantait toujours avec ce que nous avons ici, donc le véritable X8 Pro sera encore plus rapide. Donc c'est l'un des appareils que je recommanderais personnellement, car c'est clairement le meilleur rapport qualité-prix. Et j'ai l'impression qu'il n'a aucune comparaison possible avec quoi que ce soit actuellement sur le marché. Et le prix est d'un peu moins de 400 $ américains, taxes comprises. Donc cela devrait être une excellente option qui améliore presque tout ce que cet appareil propose, à l'exception de cet appareil photo, ce seul appareil photo. Mais en ce qui concerne les prises de vue grand angle, ce sera meilleur. Et il offre également la 4K 60, ce qui manque à celui-ci. Donc c'est plutôt bien. Et en plus de cela, vous pourriez techniquement opter pour le X8 Pro Max, qui aura une batterie sensiblement plus grande. UH offrira également la 4K 60 et les appareils photo sont à peu près les mêmes, mais il aura aussi un processeur encore plus rapide. Il s'agit du Dimensity 9500S. Donc ce serait à peu près le même prix que celui-ci à ce stade. Je pense qu'ils sont à peu près au même prix.
eux, mais vous n'obtenez aucune amélioration en termes d'appareil photo ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, la seule amélioration que vous obtenez, c'est le processeur et l'augmentation de la batterie qui passe à 8500 mAh contre les 6500 que le UH Pro possède par rapport au Max. Donc, si cela ne vous dérange pas d'avoir une batterie plus petite, qui reste tout de même plus grande que celle que nous avons ici, et un processeur plus lent, qui reste tout de même plus rapide que celui que nous avons ici, vous pouvez économiser environ 100 à probablement près de 200 $ et obtenir un appareil qui surpassera celui-ci. Et il vous restera encore 200 $ pour d'autres choses. Et encore une fois, la seule chose que vous perdez toujours par rapport à tous les autres appareils, c'est ceci, cet écran matriciel à l'arrière. Donc, si vous aimez vraiment ça et que vous voulez absolument l'avoir sur votre appareil, et si c'est quelque chose que vous recherchez spécifiquement sur cet appareil, alors il n'y a pas grand-chose d'autre à considérer à part celui-ci. La seule autre option aurait été le Xiaomi. Qu'est-ce que c'est? 1716, je me souviens, mais il y en avait un qui venait littéralement avec un écran. Maintenant, il n'était vendu qu'en Chine, donc ce n'est même pas vraiment une option à moins d'y vivre. Donc, en réalité, c'est principalement la seule option où, peut-être une idée stupide, vous avez aussi des appareils pliables, en particulier les modèles à clapet, qui ont un écran quand vous le pliez, enfin quand vous le fermez. Vous avez l'écran sur le côté fermé qui est un petit écran comme celui-ci, ce qui offre en gros un scénario d'utilisation similaire à celui-ci, mais avec plus d'informations. Comme c'est un écran couleur normale, il peut être utilisé pour plusieurs choses différentes. Donc, ça pourrait être une option, même si je ne la recommanderais probablement pas moi-même. Voilà, c'est tout. C'est un téléphone Nothing. Et si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.